La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Compagnie des auteurs vous salue bien. Elle est composée de Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kasmarek, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost, avec aujourd'hui à la console YouTube Diego Lopez. Et c'est le dernier numéro de cette semaine consacré à Dostoïevski. Semaine que nous avons entamée lundi avec Virgile Tanaz, qui est revenu sur la personnalité ambivalente de Dostoïevski, à la fois humble et arrogant, sur ses années passées aussi au bagne, où le menèrent des activités politiques pourtant assez peu radicales, sur son incessant besoin d'argent et son amour dévastateur pour la roulette russe et les casinos. Mardi, avec Jean-Louis Baquès, nous sommes arrêtés sur Crime et Châtiment, puis sur les démons, au cours d'une conversation où il a été question notamment du réalisme et du fantastique dans les romans de Dostoïevski. Enfin, hier, nous avons parlé des rapports de l'écrivain avec la philosophie, ainsi que de la place du corps dans ses différents romans. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, deux visions d'un même livre, en l'occurrence Les Carnets du sous-sol, ce petit roman dans lequel le narrateur, qui se dit lui-même narcisse, éructant, misanthrope, semble prendre du plaisir à se faire du mal. En première partie, le philosophe et producteur sur France Culture, Alain Finkielkraut, nous donnera son point de vue sur ce texte et sa signification, avant que ce ne soit au tour de la romancière et essayiste Leslie Kaplan de nous livrer son interprétation. Entre les deux, nous aurons le plaisir de retrouver Éric Marty pour une nouvelle chronique du jeudi. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Ah, voilà ce que je suis. Je crois que j'ai quelque chose au foie. De toute façon, ma maladie, je n'y comprends rien. J'ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, je suis superstitieux comme ce n'est pas permis. Enfin, assez pour respecter la médecine. Je suis suffisamment instruit pour ne pas être superstitieux, mais je suis superstitieux. Oui, c'est par méchanceté que je ne me soigne pas. Ça, messieurs, je parie que c'est une chose que vous ne comprenez pas. Moi, si. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seul et à personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie, tant mieux. La première page des Carnets du sous-sol, lue par Denis Lavant dans la traduction d'André Markovitz. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Dans votre livre « Un cœur intelligent » publié en 2009 chez Stock, vous avez fait notamment une lecture des Carnets du sous-sol et vous l'avez intitulée, cette lecture, « L'enfer de l'amour-propre ». Pourquoi ce titre ? Alors d'abord, je voudrais dire que ce livre, Les Carnets du sous-sol, est mon premier contact avec la littérature. Avec toute la littérature? Oui, c'est-à-dire parce que je l'ai lu à 15 ans. Et vous n'avez pas lu avant 15 ans? Non. Enfin, Alain Finkielkraut. Je l'ai lu, j'avais lu des livres. Mais là, j'ai basculé dans quelque chose d'autre. Et je le dis parce que je suis inquiet devant la prolifération des livres pour la jeunesse. Car ces livres pour la jeunesse empêchent les jeunes gens, les adolescents, de connaître l'expérience merveilleuse de la transcendance littéraire. Ce que Sartre appelle dans les mots l'ambiguë volupté de comprendre sans comprendre. Il le dit à propos de Madame Bovary. Tout d'un coup, il ressent l'épaisseur du monde. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Dostoïevski. J'étais trop jeune, bien sûr. Mais c'est absolument merveilleux parce que, quand même, je dis c'est la littérature
parce que à la fois il me fait battre le cœur et il me donne à penser. Vous vous Voilà. souvenez de ce jour-là où Oui, vous je me avez souviens. lu ce Je livre? me souviens. Et puis j'ai lu beaucoup de livres de Dostoïevski entre 15 et 16 ans. Mais je me souviens très bien de cette expérience parce que ça m'avait tellement frappé que je me suis dit, je vais essayer d'en faire une adaptation théâtrale. Et un dimanche, j'étais chez moi, tout seul, mes parents étaient sortis, j'ai commencé et je me suis rendu compte que je le recopiais. Donc je me suis dit, là, je pense que la fiction, le drame, c'est pas vraiment mon talent. Mais j'étais habité par ce livre et la littérature comme mode particulier de connaissance. Voilà, ça je voulais le dire en préalable. Et vous pouvez que, saisir ce qu'il a changé en vous, ce livre, à cet âge-là, 15 ans ou c'est trop changer en diffus? moi rien, mais fait découvrir quelque chose. Par exemple, j'en viendrai à cette question de l'amour-propre, bien sûr, mais dans le monologue, parce que le livre est coupé en deux, oui. Il y a cette espèce de monologue qui est en même temps une protestation contre l'utilitarisme ambiant. Mais il dit: si je ne faisais rien uniquement par paresse, mon Dieu, comme je me respecterais. Je me respecterais justement parce que je serais capable d'abriter au moins de la paresse. Je posséderais au moins un attribut en apparence positif, dont moi aussi je serais sûr. Question: qui est-il? Réponse: un paresseux. Mais ça, évidemment, ça allait droit à mon cœur d'adolescent, parce que je ne savais pas qui j'étais, je n'étais rien de substantiel, et tout d'un coup je me rendais compte que c'est l'humanité même. On veut être quelqu'un, mais en même temps on ne trouve rien en soi. Et Sartre d'ailleurs le dit, et que j'ai découvert un peu plus tard, le dit dans toute son œuvre. Hein. Il n'est permis à personne de dire ces simples mots: je suis moi, lit-on dans Saint-Genès comédien et martyr. Donc cette espèce de recherche éperdue d'une substance, d'une réalité tangible dont on pourrait se réclamer, m'est allé droit au cœur. Et puis, l'enfer de l'amour-propre. Pourquoi ? La modernité, c'est la grande réhabilitation de l'intérêt, le besoin. Vous voyez, après les guerres civiles religieuses qui avaient ensanglanté l'Europe, on a voulu fonder, si vous voulez, la société sur quelque chose de solide. Et donc, on s'est dit, ben voilà, ce qui peut unir les hommes, c'est le désir de leur propre conservation. Contre l'humilité, contre la magnanimité, face à ce qui était la représentation du monde chrétienne et aristocratique, tout d'un coup, l'intérêt à retrouver une certaine dignité. Mais à partir de là, la modernité, a voulu résoudre le problème humain en le fondant sur cette base prosaïque. Donc, on n'étudiait plus le phénomène humain, on voulait résoudre le problème humain. Et c'était une tendance très forte dans la Russie que connaissait Dostoïevski. Et pas seulement dans la Russie de Dostoïevski, non. puisqu'il est allé en Angleterre à cette oui. époque-là, il a vu le Crystal Palace, donc ce bâtiment voilà. de l'exposition universelle qui représentait la modernité de l'époque, et au cours de ce même voyage, il est allé traîner dans les bas-fonds de Londres, et finalement, on a là un petit peu les deux parties de ce roman, Les Carnets Absolument. du sous-sol. Et il a lu aussi Le Que faire de Tchernychevski, roman utopiste, qui se termine par l'évocation d'un palais de cristal. Voilà. Sur le principe d'utilité, on peut fonder une société totalement rationnelle. L'humanité devient calculable. Et la première partie de ce roman, c'est la protestation, justement, d'un être incalculable et irrécupérable. On peut... 2 et 2 font 4, dites-vous? Oui, mais moi, j'ai pas envie. 2 et 2 font 4, ça m'énerve. Et si j'ai envie de dire 2 et 2 font 5. Donc, c'est pas simplement je suis méchant, c'est rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution au problème humain parce que les hommes ne sont pas simplement guidés par leur intérêt. Il y a autre chose. Il y a des passions irrécupérables
et irréductible. Alors vous êtes déjà allé très loin, Alain Finkielkraut, dans l'analyse, avant même qu'on ait pu finalement présenter Désolé. ce narrateur, mais c'est pas grave, on va reprendre les choses dans l'ordre, d'abord par cette lecture de Georges Claes d'un autre extrait des Carnets du sous-sol. Oh, dites-moi, qui le premier a déclaré, qui le premier a proclamé que l'homme ne commet de saleté que parce qu'il ignore ses véritables intérêts, mais que si on l'éclairait, si on lui ouvrait les yeux sur ses intérêts véritables, normaux, il cesserait aussitôt de les commettre, ces saletés. Il deviendrait aussitôt bon et noble, car étant éclairé et comprenant ses intérêts réels, c'est précisément dans le bien qu'il trouverait son avantage. Or, on sait que personne n'irait, en connaissance de cause, à l'encontre de ses intérêts, et par conséquent, il irait faire le bien, par pure nécessité. Oh, chérubin! Oh, pur et innocent enfant! Mais où avez-vous vu, en temps de millénaires, l'homme se laisser guider par son propre avantage? Que faire de ces millions de faits qui témoignent qu'en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire sachant parfaitement où est leur avantage réel, des hommes l'ont repoussé au second plan et se sont lancés dans une toute autre voie, risquée, hasardeuse, sans que rien ni personne ne les y obligeât, mais comme si précisément ils voulaient surtout éviter le chemin tout tracé et s'enfrayer obstinément, délibérément un autre, ardu, absurde, qu'ils allaient chercher presque dans les ténèbres. C'est donc que cette obstination, cette liberté, les attirait bien plus que leur avantage. Alors Alain Finkielkraut, ces Carnets du sous-sol, c'est le monologue d'un narrateur dont on ne connaît pas grand-chose. Et la première chose qu'on ne connaît pas, si je puis dire, c'est son nom. On ne sait pas qui c'est. C'est son nom, parce que c'est vraiment un personnage et en même temps une possibilité humaine. C'est une possibilité humaine et c'est quelque chose, il représente quelque chose que nous avons tous en nous. Donc il y a cette protestation contre le mythe de l'homme nouveau, calculateur, libéré des idéologies, des fantasmagories, et en même temps totalement calculable. Nous ne sommes pas simplement calculateurs, et nous ne sommes pas totalement calculables. Voilà ce qu'il dit. Et puis, il y a cette deuxième partie. Cette deuxième partie, j'ai dit, ce livre donne à penser et fait battre le cœur. Et cette deuxième partie, à propos de Neige fondue, est absolument terrible, parce que il nous explique justement ce qui l'anime. Et c'est pas simplement la méchanceté. Oui, il dit il est méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Simplement, justement, il n'est pas défini uniquement par ses intérêts, mais par ses fantasmes. Des fantasmes ridicules qui sont des rêves de gloire. Hein. Voilà, des rêves de gloire. Il veut l'emporter. Il veut que tout le monde l'aime. Et il subit toutes sortes d'humiliations. Personne ne l'aime précisément. Oui. Et on a le sentiment qu'il agit pour que personne ne l'aime. Non, car c'est un personnage qui semble assez détestable. Il est sans cesse humilié. Et ces humiliations qu'il nous raconte, eh bien là, elles m'ont fait penser à un immense philosophe. C'est à Rousseau. Et c'est justement là où je réponds à votre question, l'enfer de l'amour-propre. Parce que Rousseau, à la différence justement des autres penseurs de la modernité, fait une grande distinction entre l'amour de soi et l'amour-propre. Réhabilitation de l'amour de soi, ça commence à Hobbes, très bien. Mais il dit non, pas du tout. La modernité, c'est pas l'amour de soi. L'amour de soi, c'était avant. L'amour de soi, c'était l'état de nature auquel nous ne reviendrons jamais. La modernité, c'est la comparaison. C'est l'enfer de la comparaison. Et à cette comparaison, nous sommes voués et elle nous rend la vie absolument impossible. Et pourquoi ? Parce que l'amour propre, à la différence de l'amour de soi, justement, il est comparatif. Il produit, dit Rousseau, dans Rousseau juge Jean-Jacques, la sensibilité négative. Et c'est une description anticipée de l'homme du souterrain. Parce qu'aussitôt qu'on prend l'habitude de se mesurer avec d'autres, de se transporter hors de soi pour s'assigner la première et meilleure place,
ce sont tous les rêves qui habitent l'homme du souterrain. Il est impossible de ne pas prendre en aversion tout ce qui nous surpasse, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous comprime, tout ce qui étant quelque chose nous empêche d'être tout. Mais lui-même L'amour propre- est quelqu'un qui comprime, lui-même est quelqu'un qui rabaisse. Bien donc sûr. c'est quand même très paradoxal. Mais non, parce que il veut être tout, et on peut pas être tout puisqu'il y a les autres. Donc l'amour-propre est toujours irrité ou mécontent parce qu'il voudrait que chacun nous préférât à tout et à lui-même, ce qui ne se peut. Il s'irrite des préférences qu'il sent que d'autres méritent, quand même il ne les obtiendrait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on veut être tout, on ne peut pas l'être. C'est une sorte d'insatisfaction perpétuelle, et c'est à ça que l'homme du souterrain est condamné. Mais si vous voulez, il est l'exaspération, l'hyperbole de notre situation à tous, notamment d'ailleurs dans les sociétés égalitaires. C'est le grand paradoxe de Rousseau, je le dis très brièvement. C'est-à-dire, il commence à faire cette découverte dans le discours sur les fondements de l'inégalité, mais ce qu'il décrit à travers cette analyse de l'amour-propre, c'est précisément la situation dans les sociétés égalitaire, où tout le monde se compare sans cesse avec tout le monde, et cela crée l'envie, la rancune, une situation intolérable que, précisément, l'homme du souterrain pousse à son paroxysme. Donc il est une C'est nous victime tous en de exagéré, la si société vous voulez. moderne, alors. Mais oui, enfin, de la société moderne, de l'humanité même. Et donc, il décrit à propos de Neige fondue quelques situations douloureuses, et puis il y a eu ce moment dont la lecture toujours m'émeut, me bouleverse à chaque fois. Et je me souviens encore de mon impression quand j'avais 15 ans, les larmes qui sont montées aux yeux, c'est-à-dire que le bonheur est possible. Il peut sortir de cet enfer, il lui suffirait de tendre la main. Il peut échapper à l'amour-propre par l'amour, et il ne le fait pas. Il rencontre une prostituée, thème très fréquent dans la littérature russe, comme l'a montré Alain Besançon. Et puis, cette Lisa, il lui décrit l'avenir auquel elle est condamnée. Elle est très impressionnée par sa description, donc elle va le voir. Elle va le voir, ce personnage. Et elle se donne à lui, mais c'est pas en tant que prostituée, c'est une oblation, c'est un don véritable. Et celui-ci, possédé par je ne sais quel démon, lui dit: mais je t'ai menti, je me suis moqué de toi, bien entendu, n'attends rien, tu ne peux rien attendre de moi. À ce moment-là même, elle lui tend les bras, il refuse de saisir quand même l'occasion rêvée pour lui d'échapper à l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a surpris dans sa chambre. Il est dépenaillé, il est en peignoir, sale, il est en peignoir, il est mal à l'aise, il a honte. L'amour-propre reprend ses droits et détruit la possibilité de bonheur qui lui était offerte. Eh ben, écoutons justement cet extrait. Je veux la paix. Pour qu'on me fiche la paix, moi, je donnerais toute la terre pour un kopek. Là, maintenant, que le monde disparaisse ou que je me prive d'une tasse de thé, je dirais que le monde disparaisse et que j'ai toujours monté. Je sais que je suis un salaud, une fripouille, un égoïste, un fainéant. 3 jours, j'ai tremblé de peur parce que je t'attendais. Et tu sais ce qui m'inquiétait le plus ? Que j'ai joué au héros devant toi, et toi, d'un seul coup, tu allais me voir dans ce peignoir miteux, misérable, dégoûtant. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas honte de ma misère. Eh bien, sache-le, si, j'en ai honte. C'est ça ce qui me fait le plus honte. La honte la pire. Pire que si j'avais volé. Parce que je suis vaniteux, comme si j'étais écorché vif. Et rien que l'air qui me passe dessus me fait crier. Mais est-ce que vraiment, même maintenant, tu ne devines pas que je ne te pardonnerai jamais de m'avoir trouvé comme ça, avec ce sale peignoir ? Et ce que je t'avoue en ce moment, ça aussi, je ne te le pardonnerai jamais. C'est toi, oui, toi seul qui dois répondre pour tout, parce que tu t'es trouvé ici, parce que je suis un salaud, parce que je suis le ver de terre le plus répugnant, le plus risible, le plus minable, le plus stupide, le plus jaloux de tous les vers de terre du monde qui, tous, ne sont pas mieux que moi.
Et moi, toute ma vie, je recevrai des pichenettes de la moindre charogne, et mon destin, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça me fait si tu ne comprends rien de ce que je te dis? Qu'est-ce que j'en ai à faire, hein? Que tu sois, toi, oui ou non, en train de crever? La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet autre extrait des Carnets du sous-sol, lu par Denis Lavant, dans lequel ce fameux narrateur s'adresse donc au personnage dont vous parliez, Alain Finkielkraut, le personnage de Lisa, cette prostituée qu'il va d'abord sauver, puis finir par détruire, au moins psychologiquement. C'est donc un personnage d'un très grand sadisme que nous décrit Dostoïevski. Non, pas du tout, parce que c'est un personnage qui se fait souffrir autant qu'il fait souffrir les autres. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à échapper au cercle infernal de l'humiliation. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qui est au départ de cette humiliation? Si vous voulez, c'est cet homme, quand il est seul, il ne pense qu'aux autres, et quand il est avec les autres, il ne pense qu'à lui. Donc c'est la description de l'amour-propre. Son monologue, c'est pas simplement... ça aurait pu être un essai, parce qu'il a des choses à dire contre, justement, l'utilitarisme de l'époque et contre l'utopie qui se croit réaliste parce qu'elle se fonde sur l'intérêt et sur le besoin. Il le dit admirablement, mais toujours en s'adressant à des messieurs. C'est-à-dire, il est dans un souterrain. Il s'isole du reste de l'humanité. Mais dans son souterrain, il est habité par les autres. Il ne pense qu'à eux. Et puis quand il va voir les autres, il ne pense qu'à lui parce qu'il veut que ceux-ci le reconnaissent. Et désir éperdu de reconnaissance. Et évidemment, il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Et là, on est à la fois, on est quand même saisi de pitié pour cet homme. Il se conduit abominablement avec Lisa, mais par cette conduite, il se condamne. Et c'est cela. Mais est-il obligé de se condamner? Est-ce qu'il ne pourrait pas justement remonter le courant de son amour-propre et faire la paix avec le monde? Il ne peut pas parce qu'il vit vraiment en enfer. Parce que il est-ce n'échappe pas. qu'il ne se met pas lui-même en enfer? Il n'échappe pas à cet amour-propre, à cette sorte d'aliénation constitutive. Et c'est intéressant parce que il oppose au début cette réalité-là à l'esprit d'utopie. Mais si j'en reviens à Rousseau lui-même, Rousseau fait une description tout au long de son œuvre, à partir du discours sur l'égalité jusqu'au dialogue, de justement l'amour-propre et les ravages que l'amour-propre provoque. Mais Rousseau croit que par une sorte d'utopie, on pourra corriger l'humanité. C'est son image de la fête dans la lettre à d'Alembert. Chacun s'aime dans les autres et tous sont mieux unis. Et il dit avec le contrat social qu'on va sortir de là puisqu'on va former un moi commun. Et même les Romains, dit-il, ils n'étaient ni Caius ni Lucius, ils étaient des Romains. Ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas de prénom. Ils ne se comparaient plus. Et c'est intéressant de voir que le premier fantasme totalitaire dans la pensée soit venu précisément pour répondre au ravage de l'amour-propre. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Il faut essayer de vivre avec, mais de ne pas se laisser complètement détruire par ce sentiment qui est le lot de l'humanité moderne et peut-être de l'humanité tout court. Et en même temps, il y a une forme de jouissance assez nette, que d'ailleurs le narrateur avoue, dans le fait de se mettre en marge du monde, dans la souffrance. Il y a un plaisir qu'il trouve là. Est-ce qu'on ne peut pas, alors il ne s'agit pas de faire une lecture morale de ce texte, mais est-ce que ce n'est pas condamnable d'une certaine manière, ou est-ce que Dostoïevski ne peut pas condamner en mettant en scène ce narrateur cette attitude-là? Si vous dites plaisir, alors vous devez plutôt employer le terme de masochisme que celui de sadisme. Voilà. Non, il n'est pas sadique, peut-être est-il masochiste. Moi, je ne vois aucun plaisir. Je vois un tourment. Je crois qu'il le dit quand même. Je vois un le tourment. mot jouissance il le dit. Mais il est dans son souterrain. Il faut se souvenir aussi que Nietzsche a été très marqué
par la lecture de L'homme du sous-sol et que son propre concept de ressentiment est né au moins partiellement de cette lecture. Il a découvert, si vous voulez, un des ressorts de l'âme humaine. Mais chez Nietzsche aussi, il y a l'espoir d'en sortir, non pas comme Rousseau, par la fusion des âmes, la transparence des cœurs, mais par le surhomme. Or, la réalité, c'est qu'on n'en sort pas. Mais il y a des moments d'amitié, des moments d'amour. C'est ça que suggère Dostoïevski. Et ce moment-là, il est incapable de le saisir. Voilà tout ce qu'on peut dire. Alors, dans votre texte, Alain Finkielkraut, vous commencez par citer Kundera dans son essai Le Rideau à propos des dents des écrivains et des dents des personnages des écrivains, parce que Kundera remarque que les problèmes les plus triviaux, le mal de dents, les caries, font leur entrée dans le grand art de la littérature à partir, dit-il, de Cervantes. Et comme pour Cervantes, eh bien, le narrateur des Carnets du sous-sol dont on parle a des soucis qu'il n'entend pas passer sous silence, et notamment son mal de dents. Pourquoi commencer par ce rappel d'histoire littéraire ? Parce que Kundera le montre très bien dans Le Rideau, le roman, c'est l'art de la prose. C'est pas simplement parce que c'est écrit en prose, mais c'est l'exploration de la prose de la vie. Voilà. Et c'est ça l'apport essentiel du roman à la littérature. Mais la contribution de Dostoïevski est très singulière, parce que quand on a mal aux dents, ben on va chez le dentiste normalement. Et justement, c'est ce que nous explique. Au 19e, c'est ce que nous explique tous. Et nous faisons tous d'ailleurs, parce que c'est le mal le plus atroce qui soit. Et parce que nous recherchons notre bien-être. Et la modernité pense que sur la recherche du bien-être, on peut asseoir une société rationnelle. Et les dents le mal de dents du héros de Dostoïevski, c'est différent. C'est-à-dire, il cherche pas son bien-être, il se complaît dans le mal de dents. Il dit ben non, voilà, on ne se conduit pas simplement pour son intérêt, pour son avantage. Là où d'autres, où la plupart des gens diraient ben non, il faut que je me fasse soigner, ben moi, je m'installe là-dedans. C'est donc encore une manière de montrer qu'il y a quelque chose d'irrécupérable dans l'humain. C'est une façon aussi de répondre à l'illusion selon laquelle on pourrait trouver une solution définitive au problème humain. Est-ce que c'est pas, et on terminera par là aussi, une irruption du vulgaire dans la littérature, oui, parce que c'est un personnage qui est profondément anti-bourgeois aussi, le personnage du narrateur dans les Carnets du sous-sol. Oui, c'est le vulgaire, c'est le prosaïque, c'est le trivial. Mais il est anti-bourgeois, mais on peut pas non plus penser que. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un essai, c'est-à-dire, ce n'est pas une charge contre la bourgeoisie, parce que il ne présente aucune alternative, si vous voulez, au mode de vie bourgeois. Ce qu'il connaît, c'est la description de ce qu'il vit. Voilà, et ce qu'il vit, c'est l'invivable même. Donc il y a eu d'autres prétestations, justement anti-bourgeoises, contre le principe d'utilité. Mais le personnage de Dostoïevski ne peut pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il ne peut pas être un porte-parole. Certes, il détruit l'idée d'un calcul, l'idée d'une solution du problème humain, mais il n'est le porte-parole de rien, puisque précisément, il est un martyr de l'amour-propre. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Je rappelle que vous publiez ces jours-ci avec Elisabeth de Fontenay un essai croisé intitulé En terrain miné, où vous échangez sur des sujets tels que l'exactitude, mais aussi la finitude, le conservatisme ou encore, et oui, le pape François. C'est à lire chez Stock. Dans un instant, Leslie Kaplan vous succédera à ce micro pour nous donner sa vision à elle des Carnets du sous-sol. Mais tout de suite, c'est le moment de notre chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
chronique du jeudi qui laisse désormais la parole à de grands lecteurs pour parler à la fois du sujet traité durant la semaine, mais aussi d'une actualité qu'ils ont remarquée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'écrivain et universitaire Éric Marty qui nous fait le plaisir de sa visite. Bonjour Éric. Bonjour. D'abord, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit jusque-là sur Dostoïevski, que ce soit aujourd'hui ou peut-être même dans la semaine écoulée. Alors Alain Fégaro, ça parlait de Rousseau. Moi, je pensais aussi à Rimbaud. Rimbaud qui est aussi en enfer, et Rimbaud qui a fait la même expérience que Dostoïevski en allant à Londres, 10 ans après Dostoïevski. Parce qu'il a vu le Crystal Palace. Il a vu le Crystal Palace, et les illuminations sont par moments très dostoïevskiennes, aussi bien par... Il n'aimait pas le Crystal Palace, Rimbaud ? C'est la cité moderne, par excellence, et donc c'est l'homme seul. C'est poétique aussi, un bâtiment comme ça, mais c'est précisément en transparence, en lumière. C'est précisément la solitude de l'homme seul, de l'homme des foules, et que Rimbaud décrit très bien dans ses illuminations. Il aime cette modernité aussi, mais il marque aussi la position de solitude absolue, et donc du monologue, en effet, à laquelle la cité moderne nous contraint, en quelque sorte. Mais voilà, donc c'est le sentiment que j'ai. En même temps, Dostoïevski, moi, il me fait aussi penser, alors, d'une part à Rimbaud, mais aussi, je l'ai retrouvé chez Genet. Ouais. Chez Genet, dans ses romans, avec cette espèce de jouissance de l'aveu, d'attraction irrésistible de l'aveu, qui est partout chez Dostoïevski, mais qui est aussi chez Genet. Et je pense à une scène très dostoïevskienne chez Genet, dans Notre-Dame des Fleurs, où celui-ci, le personnage éponyme, est interrogé par la police pour une raison tout à fait bénigne, une histoire de drogue, et ne peut pas s'empêcher d'avouer autre chose, de bien pire, qui va le mener à la tête coupée. Je cite la phrase de Dostoïevski. C'est le plaisir de cet aveu. Voilà, le plaisir de l'aveu, et je cite Genet. D'abord, il lui vint du foie, le foie qui est un organe aussi dostoïevskien, il lui vient du foie, tout contre ses dents, l'aveu du meurtre du vieillard. Il ne fit point l'aveu, mais l'aveu montait. S'il ouvre la bouche, il va tout lâcher. Il se sentit perdu. Soudain, le vertige le saisit. J'ai 18 berges, je peux être condamné à mort, pense-t-il très vite. Ah, il est sauvé. L'aveu se retire sans avoir franchi. J'ai tué un vieux. Voilà l'aveu qui sort. Et c'est vraiment une scène totalement dostoïevskienne. Ce qui constitue un paragraphe chez Genet, que prend quasiment les 3/4 du roman du Crime et Châtiment de Dostoïevski, notamment l'extraordinaire dernier chapitre où Raskolnikov subit ce vertige de la chute et l'ascension, qui est vraiment la définition physique et métaphysique justement du vertige. Le corps va et vient et disparaît. Et il y a la même phrase chez Raskolnikov, à la fin. C'est moi qui ai tué la vieille prêteuse sur gage et sa sœur Elisabeth. Il y a presque un jeu ici, oui. Un jeu dangereux, et c'est ça aussi qui est excitant. Voilà, qui est le risque, et l'espèce de moment de vertige. Et ce qui est très beau chez Genet comme chez Dostoïevski, c'est que l'aveu est une parole que personne n'a demandé, que personne n'a voulu, pas même celui qui le fait, et qui peut être, et qui apparaît au moment où on l'attend le moins, où on ne l'attend plus. Et c'est là que la grande invention, à mon sens, de Dostoïevski, c'est elle que Genet reprend. Et bien sûr, à l'autre fin, chez Dostoïevski, ça va vers la rédemption, alors que chez Genet, cet aveu va mener à un nouveau cérémonial érotique, la mise à mort, qui va être précisément l'horizon de l'aveu. Et puis donc tous les jeudis, une actualité, votre actualité Éric Marty, elle est bien triste puisque vous souhaitez rendre hommage à Anne du Fourmentel, disparue cet été. Oui, qui est morte le 21 juillet, une mort accidentelle de la philosophe, psychanalyste et écrivain Anne de Fourmentel, qui est morte noyée en voulant sauver 2 enfants de la mer. Je connaissais mal son œuvre, mais je l'avais rencontré en 2014 lors d'un colloque intitulé Vita Nova, où il avait fait une très belle intervention intitulée Vita Nova, la métamorphose du secret, traversée entre autres par la figure de l'Alice de Lewis Carroll. J'avais été alors frappé par l'intensité, la concentration, la plénitude de son visage et de sa voix. Nous avions un peu échangé, et sa mort a été une sorte de stupeur. Et tout récemment, j'ai ouvert pour la première fois l'un de ses livres, que j'ai lu dans un étrange état, comme si elle me parlait justement depuis cet événement de sa disparition. Ce livre emprunté au hasard à une amie s'intitule « Éloge du risque ». C'est une lecture donc en quelque sorte hallucinée que j'ai faite, tombant d'abord sur le premier et dernier texte du livre, où elle semble se donner comme figure tutélaire, une figure dangereuse, bien peu protectrice, puisque c'est celle d'Eurydice. Nous sommes toutes des Eurydice, dit-elle, nous portons son ombre et son nom en nous. Mais il y a surtout la lecture de l'avant-propos qui a pour titre « Risquer sa vie ». Titre prémonitoire, car elle lit d'une manière très très belle, très juste, le sens de cette prise de risque qui l'a tué cet été. On comprend que pour Anne du Fourmentel, risquer sa vie, c'est le contraire de jouer avec la mort. Risquer sa vie, ça n'est pas nécessairement affronter la mort et survivre à cette épreuve. Risquer sa vie devient pour elle aller plus loin, plus en profondeur dans l'espace même de la vie.
élargir le domaine de la vie, l'étendre dans un au-delà qui est encore la vie. Elle suppose alors qu'il y aurait logé dans la vie même, une sorte de musique capable d'opérer ce déplacement, et qu'elle nomme alors le désir. Ce qui est très beau, ce qui est, je crois, la reflète tout entière, c'est que plutôt que de donner au désir une espèce d'illusoire illimitation, elle lui donne une forme juste, qui est celle de la décision. Risquer sa vie, c'est décider de quelque chose, c'est un acte de vie encore. Ainsi est-elle l'auteur d'un traité du risque, qui est aussi un traité de la vie juste, de la vie meilleure, et j'étais très sensible à cette présence et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Eh bien merci Éric Marty, j'en profite pour signaler la parution prochaine de votre prochain livre. Ce sera un roman intitulé L'invasion du désert, récit à partir de photos, et ce sera chez Manusius début novembre. À très bientôt Éric. Dernier moment de cette compagnie des auteurs consacrée à Dostoïevski sur France Culture. Nous sommes à présent avec l'écrivaine et essayiste Leslie Kaplan pour parler toujours des carnets du sous-sol. Mais avant cela, un détour rapide par la question de la traduction avec le principal traducteur de Dostoïevski aujourd'hui, André Markovits, interrogé par Pascal Casanova. Donc pour le dire très très vite, vous avez un parti pris, disons, dans les traductions de Dostoïevski qui vous est quelquefois reproché, qui est le parti pris de l'oralité, c'est-à-dire de rendre Dostoïevski dans une langue très proche de la langue parlée. Oui, mais pas seulement. C'est par-delà le vocabulaire, c'est surtout une question de syntaxe. C'est-à-dire de casser la syntaxe du français écrit pour introduire un côté convulsif, émotionnel dans la langue. Pour bien montrer au lecteur que ce qu'il lit n'est pas obligatoirement la vérité. Oui, mais aussi pour rendre, je suppose, un peu mieux la réalité de la langue russe telle qu'elle se présente. C'est comme ça que je comprends Dostoïevski, en effet. Oui. Chez Dostoïevski, c'est encore la deuxième chose. La langue, la beauté, j'employais ce mot, elle est convulsive. C'est-à-dire que ça doit vous prendre aux tripes. Et si ça vous prend pas aux tripes, ou bien plus précisément, si ça vous prend pas par le collet, si ça vous secoue pas comme ça, c'est pas la peine. Dostoïevski détestait Tourgueniev à cause de ça. Parce que Tourgueniev pouvait laisser croire que la littérature peut arranger le monde. C'est-à-dire que la vie est horrible, mais la littérature c'est beau et en quelque sorte c'est comme disait Victor Hugo, c'est le chaos vaincu, quoi. Et pour Dostoïevski, ça c'était une idée obscène. Le chaos dans le monde doit rester chaos. Donc pour moi c'est absolument essentiel d'introduire cette langue-là. Bonjour Leslie Kaplan. Bonjour. Comme vous êtes aussi romancière et grande lectrice, j'avais envie de vous faire entendre cet extrait d'une interview d'André Markovits. Ça vous semble juste, vous, cette idée qu'il faut laisser apparaître le chaos dans la langue de Dostoïevski quand on la traduit en français? Ah oui, tout à fait. Et alors vraiment là, je dois dire, comme je ne savais pas qu'on allait entendre ça, j'étais un peu étonnée parce que je travaille précisément en ce moment même à une sorte de pièce de théâtre conférence qui s'appelle « Le chaos peut être un chantier ». Ah, et vous y faites référence à Dostoïevski? C'est vraiment drôle. Non, absolument pas. Voilà, vous pouvez ajouter ça, alors maintenant Voilà. c'est parfait. Alors vous publiez des romans, mais aussi des essais, parfois des préfaces, comme celle par exemple que vous avez consacrée il y a quelques années déjà aux Notes du sous-sol, donc ce roman de Dostoïevski que les éditions POL avaient publié donc sous ce titre et non pas Carnet du sous-sol. Est-ce que d'abord vous voulez dire un mot sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission par Alain Finkielkraut? En fait, il me semble que la modernité de Dostoïevski, comme je l'entends, a à voir vraiment avec l'illimité. L'illimité de la conscience, c'est-à-dire que l'homme du sous-sol, pour moi, fait une expérience en effet terrifiante du caractère illimité de la pensée. Alors, tout est possible, on peut tout penser. À part ça, comme il n'avait pas l'idée freudienne du fantasme, même si Freud lui a reconnu énormément
perspicacité par rapport On va en dire un à mot, l'humain. ouais. Tout ce qu'on pense, d'une certaine façon, pour lui, c'est de la réalité. On peut tout penser, mais on ne peut pas tout dire. On peut tout penser, on peut tout dire. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Bon, c'est le problème sur lequel il va buter. C'est d'ailleurs, en fait, il me semble, ce que montre le texte des notes du sous-sol, enfin des notes dans un souterrain, où vraiment on comprend dans l'après-coup que tout cet horrible ressassement dans lequel est pris le, entre guillemets, héros dans la première partie, L'anti-héros. l'anti-héros si on veut, où il pense vraiment des contraires, lui vient aussi du fait que bien avant, quand il était très jeune, il a fait quelque chose d'absolument horrible dont on a parlé. En effet, il a renvoyé cet enfant, Lisa, au bordel, c'est-à-dire en la traitant comme une prostituée, en lui donnant un petit billet de 5 roubles, c'est-à-dire vraiment, il a accompli un meurtre, pas autre chose. Une humiliation et un meurtre symbolique. Un meurtre tout à fait symbolique, évidemment, on peut imaginer, elle ne se remettra pas. Et lui, d'ailleurs, le sait quelque part. Mais donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas dans cette dans ce ressassement, il n'arrive pas à avoir une butée. Il n'y a rien pour l'arrêter de penser sans arrêt. Je suis mauvais, oui, mais d'un autre côté j'ai des sentiments élevés, oui, mais je m'en fiche, oui, mais etc. C'est-à-dire il pense, parce que pour lui, et c'est très clairement montré dans la deuxième partie, il n'y a pas d'autre. Il a détruit l'autre qui venait lui demander quelque chose, d'ailleurs quoi, en fait d'être reconnu comme autre simplement, c'est-à-dire exactement, elle venait lui demander de dire qu'elle n'était pas obligée d'être une prostituée toute sa vie, vu qu'il l'a rencontrée dans une maison close, et ça, il ne l'a pas entendu, il a même refusé de l'entendre, et il l'a renvoyé. Et vous, vous le condamnez, entre guillemets, pour ça en tant que personnage, ou à cause de la modernité, de la difficile humanité dans laquelle il se trouve, vous comprenez ce personnage? C'est plutôt que la littérature est cette chose extraordinaire, où on n'est pas justement obligé de condamner, comme dans la vraie vie, mais où on peut laisser les personnages vous habiter, parce que évidemment, en effet, le personnage de l'homme du sous-sol vous habite comme tous les personnages dostoïevskiens, parce qu'il touche à quelque chose qu'on éprouve. Et du coup, ça renvoie au lecteur la question, mais alors quoi? Qu'est-ce que moi je ferais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dostoïevski fait au maximum, c'est-à-dire il propose des questions à travers ses fictions et le lecteur est réellement interpellé par ça. Et à ce niveau-là, je pense que Markovitch a bien raison de le traduire d'une façon la plus, disons, chaotique, orale possible. Alors, c'est un roman qui a été écrit en 1864. Peut-être peut-on dire un mot des circonstances dans lesquelles il a été écrit, et notamment, c'était l'année où sa première femme était très malade. Il sortait également du bagne. Est-ce que ces éléments biographiques peuvent avoir un intérêt, peuvent nous éclairer à la lecture de ce texte-là? Oui, en ce sens que d'une certaine façon, c'est une autre vision de l'enfer, bel et bien. C'est-à-dire que l'enfer de ce sous-sol, et de ce sous-sol mental, d'abord, d'une certaine façon, il l'a trouvé d'abord dans l'enfer du bagne, puisqu'il a été lui-même objet, on peut dire, d'un meurtre psychique. Un renvoi comme ça, hors du monde humain. Et aussi, il faut dire, c'est l'époque où il jouait vraiment énormément, et c'est aussi l'enfer du jeu, qu'il a décrit dans Le Joueur. Et ce qui est absolument remarquable aussi, c'est que le jeu
et sans doute aussi le bagne, sont aussi des mondes illimités. Des mondes où tout est là, tout est vraiment... bon, il n'y a pas de fin, enfin, c'est-à-dire on peut se dire une fois qu'on est au bagne qu'on n'en sortira jamais, et le jeu, comme chacun sait, c'est toujours à recommencer. Et je pense que ça, cette notion, bon, elle est vraiment... oui, enfin, dans sa biographie, elle est inscrite. Donc votre préface s'appelait à l'époque l'expérience du meurtre. Vous écrivez à l'intérieur de ce texte que si les notes du sous-sol est un point de bascule dans l'œuvre de Dostoïevski et la littérature moderne, peut-être qu'il faudra revenir aussi sur ce point, c'est qu'il y a un rapport entre pensée, parole et meurtre. Pourquoi le meurtre est-il si important dans votre analyse de ce texte, mais aussi de Dostoïevski en général? Écoutez, moi, enfin, quand j'ai commencé à lire Dostoïevski, bon, j'ai tout... Bon, à 15 ans oui, probablement, bon. À 15-16 ans. Mais bon, j'ai été très marquée et en le relisant, une des choses qui m'était venue, et ça je m'en souviens très bien, c'est mais là-dedans tout le monde parle sans arrêt. Tout le monde parle, c'est tout le temps de la parole. Bon. Et ça m'avait vraiment frappée sans que, voilà, j'en fasse plus l'analyse. Et vraiment après, en creusant, et en particulier en essayant de comprendre vraiment les notes du sous-sol, je me dis que c'est cet enfer de la parole, bon, qui est vraiment un des ressorts, de tout Dostoïevski. Parce que la parole, c'est ce qui vraiment nous fait humains, mais il y a beaucoup de façons de ne pas parler, ne pas s'adresser à l'autre, bon, ce qu'on peut appeler une forme de meurtre, en effet, c'est-à-dire de fermer la parole. Et je rappellerai les dernières phrases du texte qui sont vraiment étonnantes, où il dit « Nous sommes des êtres morts-nés, et il y a déjà longtemps d'ailleurs que nous ne naissons plus de pères vivants. Ce qui nous plaît fort, nous y trouvons goût. Bientôt, nous trouverons le moyen de naître directement de l'idée. » Alors, c'est vraiment tout à fait condensé et remarquable. Il oppose les pères vivants, il faut encore savoir ce que c'est, à l'idée, il faut aussi se demander ce que c'est. Bon, il a développé ces deux thèmes, je trouve, dans le texte, mais il les développe dans toute son œuvre. Donc, on tue par la parole, et quand vous dites que ce rapport entre pensée, parole et meurtre est un point de bascule dans la littérature moderne, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, ce qui me semble, c'est toujours en partant de cette question de tout est possible et on peut penser tout, y compris tous les contraires. Je crois que la question se pose à ce moment-là de toutes ces pensées qu'on a, est-ce que ce sont en quelque sorte des pensées vivantes? Bon, je crois que c'est ce que lui appelle le Père vivant, c'est une pensée vivante, une parole vivante. Hein, ça, le Père vivant, ou au contraire, se cantonner dans des idées, des formules, 2 et 2 font 4, mais après tout, ça pourrait faire 5, peu importe. Et les idées et les formules, c'est aussi des façons d'enfermer les gens. Tu es une prostituée, ça y est, c'est fini, tu seras ça, comme tu es X, Y ou Z. Et on peut revenir sur la question de l'identité dont il parle. Ah, ce serait tellement bien si je pouvais dire « je suis un paresseux ». Mais pourquoi ? Mais parce que c'est rassurant. On a finalement l'identité et du côté d'une certaine sécurité. Bon, ça me satisfait de pouvoir dire je suis ça. Et ça, dans l'histoire de la littérature, c'est nouveau. Il me semble que dit comme ça, oui, puisque aussi la question de Dieu, du changement du cadre de pensée. Bon, Dieu est mort ou alors il ne l'était pas. Bon, ça ouvre, oui, la question de la modernité. Et ça, c'est une des questions de Dostoïevski.
compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours des carnets du sous-sol avec à présent Leslie Kaplan. Est-ce que vous diriez que les romans de Dostoïevski, Leslie Kaplan, peuvent être lus comme des romans psychologiques, voire psychanalytiques ? Bon, ça, je pense qu'il y a plein de malentendus autour de ces deux mots-là. Je pense pas qu'ils fassent de la psychologie. Je crois que ce qu'on a appelé le caractère excessif des personnages de Dostoïevski, ce côté, justement, c'est lié à cette perception de ce que c'est que la pensée. Bon, quand même, le personnage, là, est dans une haine constante, parce que je pense que lui-même s'appelle méchant, mais il s'agit de haine et de la jouissance de la haine. Mais là, c'est pas un trait psychologique. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui est lié à cette expérience qu'il fait de sa propre pensée. Et en particulier, bon, il est habité aussi, il le dit lui-même, par l'envie. Bon, l'envie, il se demande à un moment donné, mais est-ce que je l'envie en parlant exactement de la petite Lisa, ce qui est quand même assez étonnant. Et qu'est-ce que c'est que cette envie ? Et pourquoi l'envierait-il ? Pourquoi l'envierait-il ? Ben, en fait, justement, parce que je crois enfin, c'est quasiment dit, il l'aperçoit comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une enfant. Donc, les enfants, il y en a partout chez Dostoïevski, qui sont d'ailleurs souvent violés, maltraités. Stavrogin provoque le suicide d'une petite fille de 5 ans, enfin, qui va se pendre. Bon, et les enfants, ça termine aussi les Karamazov. Hourra pour Karamazov, c'est dit par des enfants. Les enfants sont là comme finalement des figures du possible, du figure du commencement. Bon. Et ça pour donc des figures de justement d'êtres, de sujets qui ne sont pas encore figés dans une identité et qu'on n'a pas renvoyé à une identité. Et c'est pour cela que finalement par vengeance il assigne une identité qui est l'identité de prostituée à cette petite fille. Il me semble parce que lui est dans le malheur d'avoir ou ne pas avoir ou qui suis-je, etc. Mais comme il ne reconnaît pas l'autre et que l'autre est vraiment le soutien de toute parole, bon, il ne peut que finalement être dans cette haine perpétuelle et ce ressassement perpétuel. Bon. Freud était très intéressé par Dostoïevski. Il a commis un texte sur lui. Oui, qui n'est pas un très bon texte. C'est peut-être le seul texte de Freud qui n'est pas tellement formidable. Justement parce que, bon, je crois qu'il était tellement sidéré par la puissance de la vision de Dostoïevski, bon, à qui tout de même, bon, rendons à César ce qui est à César, il a manqué la notion de fantasme, découverte, bien sûr, par Freud. C'est-à-dire que si on pense que tout ce qu'on pense, c'est de la réalité, on est bien sûr placé devant cet infini. Vous pensez que l'œuvre de Dostoïevski aurait été extrêmement différente si cette idée du fantasme avait préexisté à son écriture? Bon, ça, de toute façon, là, moi, je crois qu'on peut pas refaire les choses. Je pense que, de toute façon, ce qui, je crois, est vraiment important, c'est que Dostoïevski, si on le lit, nous donne vraiment et si on le questionne et si on se questionne avec lui, bon, il nous donne vraiment des clés, bon, pour penser justement l'impensable de l'humain, bon, l'inhumain qui fait quand même aussi partie de l'humain. Et en même temps, et on terminera par là, Leslie Kaplan, l'inhumain, c'est aussi le meurtre dont on parlait tout à l'heure, mais pour Dostoïevski, le bourreau, finalement, ne gagne pas tellement à la fin, si l'on peut dire trivialement, parce que, quoi qu'il arrive, on n'annihile pas la parole de la victime, on ne change pas la victime. Bon, ben ça, de toute façon, c'est sûr que exactement là, l'homme du sous-sol se heurte au fait que on peut tuer quelqu'un, mais ça c'est Antelme que je cite dans mon texte qui le dit, on peut tuer un homme, on peut pas le transformer en autre chose. Mais lui, ne reconnaissant pas vraiment l'autre, un autre, n'aura pas vraiment de limite à ce ressassement incessant.
Merci beaucoup à vous Leslie Kaplan pour votre analyse des carnets du sous-sol ou notes du sous-sol selon les traductions. Je rappelle que votre dernier livre, eh bien, c'est un roman, il s'appelle Mathias et la Révolution et il a paru chez POL en 2016. La semaine prochaine, nous partons aux États-Unis dans le sillage de Flannery O'Connor, mais tout de suite, eh bien, c'est Jacques Bonafé qui lit 2 textes poétiques et politiques, de Louis Aragon d'abord et de Mayakovsky ensuite. Jacques Bonafé. Bonjour à tous. Alors, semaine d'entrée en matière. Après la géographie, le sport, la poésie, la politique. Pourquoi Aragon? Ben, pourquoi pas? Pour savoir si ça chante encore, et puis se remettre à l'ouvrage. La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, la France, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, 2 sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Louis Aragon. Et nous lui opposons Mayakovsky, dont le nom vient du russe Mayak pour phare. Le poète est un ouvrier. On gueule au poète, on voudrait t'y voir, toi, devant un tour. C'est quoi les vers? Du verbiage, mais question travail des clous. Peut-être bien, en tout cas, que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi, je suis une fabrique sans cheminée, peut-être, mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça, c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers? Nous façonnons le chêne de la tête humaine. Bien sûr, péché est chose respectable. Jeter ses filets et dans les filets attraper un esturgeon. D'autant plus respectable est le travail du poète qui pêche non pas des poissons mais des gens vivants. Dans la chaleur des hauts fourneaux, chauffer le métal incandescent, est-ce un énorme travail? Mais qui pourrait nous traiter de fainéants? Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus, le poète ou le technicien qui mène les gens vers les biens matériels? Tous les deux, les cœurs sont comme des moteurs, l'âme un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades, dans la masse des travailleurs, prolétaires du corps et de l'esprit. Ensemble seulement, nous pouvons embellir l'univers, le faire aller plus vite grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot, la tâche est neuve et vive. Au moulin, les creux orateurs. Aux meuniers, qu'avec l'eau de leur discours, ils fassent tourner les meules. Merci Jacques Bonafé.